On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui la professeure Anne Gaudier, que beaucoup de monde connaissent, mais pour les plus jeunes, elle est professeure d'expérimentation en médecine opératoire à l'HEGP et est présidente du GIHP, le groupe d'intérêt en hémostase opératoire, et donc a une expertise historique sur le sujet et une envergure, une visibilité internationale. Merci Anne de faire ce point sur les anticoagulants en chirurgie non programmée, avec notamment des données récentes valorisées dans des RFE disponibles sur le site de la SFAR. Pour s'y référer de jour comme de nuit. Merci Anne. Merci surtout pour votre invitation, parce que c'est toujours un plaisir de venir discuter d'hémostase périopératoire. Donc effectivement, je ne vais pas du tout vous raconter mon point de vue sur la question, ça n'aurait pas d'intérêt, mais vous présenter juste les grandes lignes des recommandations formalisées d'experts qu'on a sorties l'an dernier. Vous voyez d'emblée, l'intérêt numéro 1 de cette diapo, c'est les logos. C'est des recommandations multi-sociétés. Donc on les partage avec la Société française de médecine d'urgence, la SFAR, le GIHP et la Société française de thrombose et d'hémostase, ce qui implique que déjà, on est d'accord dans nos pratiques et dans nos recommandations, ce qui simplifie sérieusement le quotidien. Le GIHP, c'est effectivement le groupe d'intérêt en hémostase périopératoire. C'est un groupe un tout petit peu particulier puisqu'il est constitué pour moitié d'anesthésistes réanimateurs et pour moitié d'autres spécialistes, deux spécialités qui sont concernées par l'hémostase périopératoire. On a donc un chirurgien, des médecins vasculaires, des hémostasiens, et ça nous permet d'avoir une sorte de richesse dans le regard sur les questions. Et ça explique pourquoi, à la SFAR, c'est essentiellement le GIHP qui écrit les recommandations sur l'hémostase périopératoire, parce qu'on a cette force-là. Je vous ai mis cette diapo juste pour que quand vous cherchez une information sur l'hémostase périopératoire, vous puissiez la trouver beaucoup plus facilement, puisque sur ce site, on met à peu près exclusivement les référentiels qu'on a écrits. Ils sont classés par année et par thème, donc vous pouvez aisément les trouver. Les RFE de l'an dernier, sur anticoagulants et situations d'urgence, il était temps de les réaliser, puisqu'on a actualisé des textes dont certains sont anciens, et en particulier le texte des AVK, puisque pour les AVK, en chirurgie programmée, c'est un texte qui est toujours en vigueur, mais pour l'urgence, les recommandations étaient datées de 2008, donc c'était il y a longtemps. Pour les AOD, le GIHP avec la SFAR avait écrit des procédures, c'était en 2013, actualisé en 2016, donc là aussi, au tout départ des AOD, les données étaient fragiles à l'époque, il y a eu un peu de publication depuis, il était temps de les mettre à jour. Et puis il y avait une partie de la mise à jour qui avait été réalisée en 2019, c'est en bas à gauche, par la Société française de pneumologie, en association avec le GIP, mais qui sont des recommandations qui sont, je crois, totalement passées inaperçues. Et puis sur la question de la thrombolyse des AVC chez des patients traités par AOD, donc une petite niche, la Société française de neurovasculaire avait sorti des recommandations. Et nous, notre idée, ça a été de mettre tout dans un seul texte pour qu'on n'ait pas besoin de chercher partout, et de rajouter ce qui nous semblait important et qui n'était pas couvert, qui est comment je sais si mon patient a des anticoagulants, s'il n'est pas en capacité de me le dire, comment je gère un surdosage asymptomatique, et puis la question des héparines, est-ce qu'il y a de la place pour la protamine quand on a une chirurgie urgente sous héparine ou un accident hémorragique sous héparine, et qu'est-ce qu'on fait du fond d'Aparinux, médicament qu'on n'use pas très souvent, mais quand on y est confronté, on est toujours un tout petit peu dans l'embarras. En termes de méthode, on a fait standard, on a fait des groupes de travail, on a défini des questions PICO auxquelles on voulait apporter des réponses, on a divisé le travail, on a travaillé, comme vous l'imaginez, à partir des données de la littérature. Donc l'ensemble des recommandations repose toujours sur les données de la littérature qu'on a gradées, et en fonction de la force de la littérature, on n'a pas écrit les recommandations de la même façon. Quand il y a des données de la littérature robustes, ça donne des recommandations. Il est recommandé de faire, il n'est pas recommandé de faire, donc c'est du 1 plus 1 moins. À l'inverse, quand on a plutôt des études observationnelles ou des tout petits essais randomisés, le niveau de preuve il est modéré, et alors on n'écrit pas qu'il est recommandé, on suggère. Il est suggéré de faire, il n'est pas suggéré de faire. Et finalement, quand vous lisez les recos, cette différence de mots, elle est liée à ça, elle est liée à la force de la recommandation. Et puis après, on a voté jusqu'à ce qu'on soit d'accord, et quand on n'était pas d'accord, eh bien, on a mis les recommandations à la poubelle, ce qui fait que finalement, vous avez un texte certes long, mais qui repose sur des données de la littérature. Comme l'objectif, c'est de tout mettre dans un seul texte, il est nécessairement gros, je crois qu'il doit faire 80 pages, un truc comme ça, mais surtout, on a fait un sommaire pour que vous puissiez trouver instantanément ce que vous cherchez, avec des grandes parties. Vous avez la place de la biologie pour déterminer la prise d'anticoagulants, la gestion d'une hémorragie, les surdosages, les procédures invasives, la thrombolyse, avec des pages et quelques figures de synthèse pour simplifier la vie de chacun, puisque 80 pages, en vrai, c'est totalement illisible. Donc moi, vous m'avez invité pour que je vous parle du champ 4,
Je vais faire une toute petite digression par le champ 1, parce qu'on ne peut pas s'en passer tout de même de la biologie. Et puis, je vais discuter de comment on fait pour mettre au bloc un patient sous anticoagulant de façon urgente ou semi-urgente. La première question et la digression par la biologie, elle est liée à ça. Vous êtes appelé aux urgences pour une patiente âgée, confuse, qui ne sait pas très bien ce qu'elle prend comme médicament et qui a besoin d'être opérée en urgence relative parce que c'est une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, en urgence pas relative parce que c'est un pneumopéritoine, et puis sur le CG de la FA, et elle est bien incapable de dire si elle prend dans des antithrombotiques, soit des anticoagulants, soit des antipléquétaires. Donc la première question, c'est, vous la rencontrez, cette dame, aux urgences, et habituellement, vous y prenez comment pour savoir si elle a un anticoagulant? Parce que les questions, c'est, est-ce qu'elle a un anticoagulant dans le sang? Si oui, lequel et pour quel niveau? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme solution? Parce qu'en général, on se dit, je vais faire le truc sous-cortical de l'anesthésiste réanimateur, TPTCA. Ce qui me permet de vous rappeler que pour la chirurgie programmée, il est recommandé de ne pas faire de TPTCA de façon systématique. Donc TPTCA, c'est toujours une bonne option, hein, les réflexes sous-corticaux. Ça nous permet de voir d'emblée que le TP et son copain l'INR, ainsi que le TCA, sont effectivement modifiés par les anticoagulants oraux, que ce soit les AVK ou les AOD. Ils sont modifiés de façon un peu variable, mais finalement, ils peuvent être tous altérés, quelle que soit la situation. Donc, si vous avez une baisse du TP, un allongement du TCA, juste sur ça, vous n'allez pas vraiment pouvoir trancher. J'attire juste votre attention sur l'apixaban. L'apixaban, il est un tout petit peu particulier parce qu'il a peu d'impact sur les tests. Vous pouvez prendre un patient qui mange une boîte d'apixaban en entier en une seule fois, et pour autant, votre TP, votre TCA, ils peuvent être quasi normaux. Donc ça, c'est un point de vigilance, il ne faut pas se faire avoir là-dessus. Et précisément parce que le TP et le TCA ne sont pas informatifs, eh bien, on a proposé, vous voyez que c'est un avis d'expert, hein, il n'y a pas de données fortes de la littérature, en tout cas pas d'étude qui a été réalisée pour pouvoir démontrer cette recommandation. On a proposé de faire une activité anti-DISA, que ce soit une anti-DISA HNF ou HBPM, ce n'est pas le sujet, on est en train de chercher des anticoagulants, et un temps de thrombine, qui a certaines limites, hein, ça nécessite d'être dans un CHU. Quand vous êtes dans une petite clinique, le temps de thrombine ne fait pas partie du panel des biologistes. Donc on fait une activité anti-DISA et un temps de thrombine associé au TP et au TCA pour réussir à déterminer instantanément quel type de molécule c'est. Parce que si on reprend le tableau et qu'on le complète, en repartant de là, imaginez que la patiente, elle est en TP allongé, un INR allongé, pardon, un TP abaissé, un INR allongé, un TCA allongé, mais elle a un temps de thrombine qui est allongé. La question est réglée, elle a nécessairement du dabigatran. A l'inverse, si elle a un temps de thrombine normal et une activité anti-DISA allongée, alors vous savez qu'elle a un anti-DISA oral dans le sang. Et ne soyez pas surpris, l'allongement de l'activité anti-DISA, elle est très très marquée. Vous vous retrouvez aisément avec 1,2, 1,5 d'activité anti-DISA. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'elle est surdosée. Ça veut juste dire qu'elle a un anti-DISA oral dans son traitement habituel. Ça, c'est si on ne sait pas quel est l'anticoagulant. Si on sait quel est l'anticoagulant, alors on va demander le test qui correspond à l'anticoagulant, puisque la question à ce moment-là, c'est est-ce qu'elle en a pris récemment et surtout quel est son niveau d'anticoagulation, puisque c'est ça qui va modifier votre prise en charge. Vous avez besoin de savoir si pour aller au bloc, vous vous retrouvez avec une patiente avec un niveau élevé d'anticoagulation, pour lequel potentiellement il faudra faire quelque chose, ou un niveau très bas, voire indosable. Dans ce cas, vous prenez en charge un patient standard. Et donc pour les AVK, ça n'a pas changé. On continue de mesurer l'INR, soit avec le laboratoire, soit avec de la biologie délocalisée si vous avez des petits appareils de biologie délocalisée qui monitorent l'INR. On ne discute pas de ROTEM ici. Hein. Pour les parines non fractionnées, les HBPN font de la parinux, c'est une activité anti-DISA. Et pour les AOD, vous avez besoin de connaître la concentration en AOD, donc une concentration en rivaroxaban, apixaban, dabigatran. La recommandation du BAB vous rappelle que le ROTEM, le TEG et le CANTRA sont certes très jolis, utiles dans un certain nombre de situations, mais pas du tout ici, et vous permettent même pas de déterminer si le patient a des anticoagulants ou pas en circulation. Le dabigatran, le rivaroxaban, l'apixaban, effectivement, on va demander une concentration. Ça va être fait par un temps d'écarine ou un temps de thrombine pour le dabigatran, on va dire que peu importe. Pour le rivaroxaban et l'apixaban, c'est une activité anti-DISA modifiée. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'on va recevoir une concentration
avec une unité en nanogrammes par millilitre. La question d'après, c'est à partir de quand c'est beaucoup et à partir de quand c'est vraiment pas beaucoup. Finalement, à partir de quand on peut aller au bloc opératoire les yeux fermés comme s'il n'y avait pas d'anticoagulant. Le seuil de sécurité hémostatique, il a été défini entre 30 et 50 nanogrammes par millilitre. Il y a deux raisons à ce 30 et 50. Les Français avaient choisi 30 initialement, les Américains ont pris 50. On a essayé d'être consensuel, on a mis un petit tiret entre les deux. Et puis aussi, il n'y a pas vraiment de données dans la littérature pour savoir lequel des deux c'est finalement les limites de détection des tests. Ce qu'on voit juste, c'est que si on fait de la neurochirurgie intracrânienne ou de la chirurgie médulaire, on va plutôt préférer prendre le seuil de 30 que le seuil de 50. Pour une péritonite, ça n'a bien aucune importance. À 60, on sera toujours confortable. Donc ça, c'est l'idée. Quand vous êtes en dessous de ça, vous êtes détendu. Quand vous êtes à 200, bon, finalement, vous êtes chez un patient qui est anticoagulé. Quand vous êtes à 1000, ça n'est pas normal. C'est souvent du dabigatran et c'est souvent de l'insuffisance rénale. Ok. Donc maintenant, on sait quel anticoagulant a la patiente. La question d'après, c'est est-ce qu'il faut réverser? Est-ce qu'il faut avoir peur des effets secondaires de la réversion? Comment est-ce qu'on fait pour réverser? Et finalement, la dernière fois que vous avez vu une fracture du col sous AOD ou sous AVK, vous avez fait quoi? Vous l'avez réversé, vous l'avez mis dans un lit en disant je reviendrai la semaine prochaine. Même question si vous avez un pneumé péritoète sous AOD, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez fermé les yeux et vous y êtes allé comme ça, vous avez fait différemment. Et finalement, les recommandations, elles servent à ça, elles servent à écrire des prises en charge standardisées pour ne pas avoir besoin de trop réfléchir. Et la première étape de la discussion, c'est quel est le risque hémorragique de ma chirurgie? Puisque dans le fond, si le chirurgien il est d'accord pour opérer sous AVK ou sous AOD, bah, l'affaire est réglée, il n'y a pas besoin de se poser la question de la réversion. Et on réalise qu'en situation d'urgence, on a quand même plein de petits gestes pour lesquels le risque hémorragique de la procédure est faible et on peut y aller directement comme ça. Comment est-ce qu'on les a triés? Parce que ça aussi, on a essayé d'être utile aux cliniciens. On s'est dit, bah, il y a sûrement plein d'exemples où on peut les mettre dans la case chirurgie à faible risque ou chirurgie à risque élevé hémorragique. Déjà, on s'est demandé comment on les définissait. On a repris exactement la définition des recos HS de 2008. Donc les procédures à faible risque hémorragique, c'est les procédures qui sont responsables de saignements peu fréquents, de faible intensité ou aisément contrôlés. Et donc, on peut les réaliser chez des patients sous anticoagulants. La seule chose, c'est qu'on a modéré l'affaire. On a dit que tout de même, la prise d'autres médicaments interférant avec l'hémostase, au hasard, pour reprendre un de vos exemples récents, anticoagulants plus aspirine plus Plavix, peut-être on fait un peu différemment. La présence d'une coagulopathie congénitale ou acquise ou l'existence d'une comorbidité augmentant le risque hémorragique peuvent conduire à choisir l'interruption de l'anticoagulant. Vous étiez sur une procédure à faible risque hémorragique, vous étiez sous AVK, vous vous êtes dit bah, je vais y aller comme ça, et puis vous réalisez que votre patient il est hémophile en plus. Peut-être on reconsidère les choses. Et ça, c'est mine de rien un point à prendre en compte. Donc on a fait des tableaux pour mettre les gestes d'un côté de l'autre et on a essayé de mettre aussi les procédures invasives qu'on fait en réanimation pour être aidant. Donc à gauche, c'est le faible risque hémorragique, donc des choses qu'on peut faire chez un patient qui a des anticoagulants sans les arrêter. La ponction d'acide, ben voilà, on a réglé la question, c'est plus la peine de se poser la question 1000 fois. Si le patient il a 3 d'INR, oui, on peut faire la ponction d'acide. S'il est sous AOD ou sous HNF IVSE équilibré, oui, on peut faire la ponction d'acide. Pareil pour la ponction pleurale, pareil pour les cathés centraux jugulaires internes ou fémoraux. L'extraction dentaire, c'est un peu moins notre sujet, mais on peut. Et puis une grosse activité quand on a de l'urologie, ben, les JJ, on peut les faire sous anticoagulants. Et la LR superficielle aussi. Finalement, la plupart des procédures, elles sont à risque hémorragique élevé, hein, et ça correspond à tout ce qui est en bleu. Le drain thoracique a été l'objet de discussion, et dans la littérature, en réalité, on le retrouve toujours classé dans du haut risque hémorragique, nécessitant donc idéalement un arrêt des anticoagulants. Après, on fait comme on peut, hein. C'est la question de la balance bénéfice-risque, mais en tout cas, quand on les réalise sans arrêter les anticoagulants, le risque d'un accident hémorragique augmente. Toute la chirurgie intra-abdominale, intra-thoracique est évidemment à risque hémorragique élevé. Et j'attire votre attention sur les gestes neuraxiaux. Évidemment que faire une ponction lombaire sous anticoagulant, c'est contre-indiqué puisque vous exposez votre patient à un risque d'hématome périmédulaire. Bon, une fois qu'on a classé les gestes, c'est du faible risque hémorragique, on y va comme ça. C'est du haut risque hémorragique. Testicule aussi, c'est à haut risque. Les torsions testiculaires, je crois qu'ils ont classé à haut risque. Ouais. Vous en avez discuté de ça ou pas du tout? On a des références bibliographiques pour chaque chose. Après, c'est un cadre. Hein. C'est-à-dire que tous les gens qui n'ont pas de protocole, ils peuvent l'utiliser comme ça. Après, vous le prenez comme ça. Il y a des gestes, vous dites, bah, nous, c'est pas dans nos habitudes. On a des bonnes raisons qu'on peut documenter de faire différemment et hop, vous le déplacez.
Mais une fois que vous l'avez écrit, mis les tampons du service, ça devient un protocole local. Comment on s'y prend pour réverser une fois qu'on a décidé qu'il fallait corriger l'hémostase? Avec les anticoagulants oraux directs, je discuterai des AVK tout à la fin. Pour les anticoagulants oraux directs, pendant très longtemps, on avait exclusivement les concentrés de complexe protrominique qui étaient soit non activés à gauche, ceux qu'on utilise en réalité au quotidien, et puis au moment où ils ont été commercialisés, on avait pensé au FEBA, le concentré de complexe protrominique activé. Pourquoi? Parce que justement, il y avait un peu de facteurs activés à l'intérieur. On s'était dit que comme c'est déjà activé, sûrement, ce serait plus efficace, ce qui se paye avec un risque thrombotique plus élevé, mais surtout, depuis leur commercialisation, il n'y a eu quasiment aucune étude avec le FEBA, donc aujourd'hui, le FEBA est sorti des recommandations. Pas de données, pas de place. Du côté des concentrés de complexe prothrombinique non activés, pendant longtemps en France, on a utilisé le Canocad. Vous avez dû remarquer qu'on ne l'a plus, et le LFB, qui est le seul fractionneur français, a décidé d'arrêter de le fabriquer. Donc il va sortir du jeu. Il va nous rester le Confidex et l'Octaplex. Dedans, il y a la même chose, des facteurs 2, 7, 9, 10, de la protéine C, de la protéine S, avec un tout petit peu de variation autour de la composition. Pourquoi est-ce qu'on a proposé ces médicaments pour prendre en charge une chirurgie hémorragique sous AOD? À cause de cette étude essentiellement, c'est probablement la plus belle étude, c'est un essai randomisé, donc c'est la méga classe. C'est des volontaires sains, on est loin de nos patients, qui reçoivent de l'édoxaban, qui est un antidissa direct, un copain du rivaroxaban et de l'apixaban. Et les patients étaient randomisés, les volontaires sains étaient randomisés pour recevoir des concentrés de complexe prothrombinique, soit 10 unités kilo, soit 25 unités kilo, soit 50 unités kilo. Et après, ils avaient un traumatisme hémorragique majeur, comme vous pouvez le voir sur cette photo. On leur faisait une toute petite biopsie cutanée. Donc on est loin de la grande chirurgie abdominale, par exemple. Les résultats sont ceux-là. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le noir, la durée de saignement, et la première colonne grise, le volume de saignement. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut mettre 50 unités kilo si on veut revenir à la ligne pointillée, qui était la valeur normale. Seules 50 unités kilo permet de normaliser la durée de saignement et le volume de saignement de ce traumatisme massif. Et c'est à cause de ce papier qu'on a proposé que les concentrés de complexe prothrombinique soient utilisés à la dose de 50 unités kilo pour les AOD, c'est-à-dire 2 fois plus que pour les AVK. La difficulté, c'est qu'on a dû déchanter un tout petit peu avec exactement le même modèle, toujours des volontaires sains. Cette fois-ci, ce n'est pas de l'édoxaban, c'est du rivaroxaban. Les auteurs ont testé seulement 50 unités kilo, et puis ils ont testé le citranexamique, mais ce n'est pas le problème. Et vous voyez que quand on met 50 unités kilo, cette fois-ci, avec le rivaroxaban, avec une dose importante de rivaroxaban, il ne se passe rien du tout. Pas de changement sur la durée de saignement, pas de changement sur le volume de saignement. Ce qui veut dire que quand même, quand vous utilisez les concentrés de complexe prothrombinique pour les AOD, il faut avoir en tête que l'efficacité est un tout petit peu incertaine. Parce qu'on n'a pas tellement mieux que ça comme évaluation. Ce qui fait que quand les antidotes sont arrivés sur le marché, en tout cas celle pour le dabigatran, on a été ravis puisqu'on était quand même très dubitatif avec les concentrés de complexe prothrombinique. L'idarucizumab ou Praxbyne, vous avez la photo en bas à gauche, elle sert juste à vous dire qu'il y a une seule dose. Quand vous faites du Praxbyne, vous faites une dose de Praxbyne. Une dose de Praxbyne, c'est une boîte de Praxbyne. Et une boîte de Praxbyne, c'est 2 flacons. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question de la fonction rénale, du poids, de l'âge, des interférences, c'est une boîte, 2 flacons, une dose. Le Praxbyne, c'est donc un fragment d'anticorps monoclonal de souris humanisé et purifié qui va s'accrocher au dabigatran et s'y accoler pour inhiber instantanément son efficacité. Le Praxbyne, il a été validé dans l'étude RIVERSE-AD, qui est une étude qui a inclus 500 patients traités par dabigatran et qui présentaient soit une hémorragie grave, soit la nécessité d'une chirurgie urgente. Et ils ont tous reçu de l'idarucizumab 5 grammes. Et ça, c'est un point important. Ils ont tous reçu l'idarucizumab. Il n'y a pas de groupe contrôle, il n'y a pas de comparaison. On ne peut pas savoir si c'est mieux ou moins bien que si on avait fait différemment, puisque tous reçoivent le traitement. Le critère de jugement principal, c'est de la biologie, c'est le temps de thrombine dilué. On pourrait dire que c'est la concentration en dabigatran libre. Voilà les résultats. Quand on administre l'idarucizumab, instantanément, la concentration en dabigatran libre s'effondre. Et elle s'effondre chez tous les patients. L'ensemble des patients, des 500 patients, ont une concentration inférieure à 20 nanogrammes par millilitre. D'emblée, on voit que cette étude montre que l'antidote est efficace d'un point de vue biologique chez tous les patients.
J'attire votre attention sur 3 points. Le premier, c'est quand vous regardez les concentrations en dabigatran à l'inclusion des patients, avant qu'on mette l'antidote, vous voyez qu'il y en a déjà plus qu'un quart qui sont déjà sous le seuil de sécurité hémostatique. Ce qui justifie largement, quand vous prenez en charge en urgence des patients, que ce soit pour une hémorragie ou pour une chirurgie urgente, de toujours faire le dosage. Parce que vous allez vous retrouver avec une proportion importante de patients qui n'ont déjà plus d'anticoagulants. Et donc, ce ne sera plus la peine de vous poser la question de ce que vous faites, puisque ce sont des patients normaux. Ensuite, le deuxième point sur lequel il faut être vigilant, c'est la redistribution du dabigatran. Il va y avoir dans ce papier, donc on a inclus 500 patients, il y en a 100, à peu près 20%, qui vont avoir une réaugmentation spontanée du dabigatran passé la 12e heure. Et sur ces 100 qui voient leur concentration réaugmenter, il y en a 10 qui vont se remettre à saigner dans le groupe hémorragie. Donc, c'est efficace chez tous les patients, c'est efficace pendant un certain nombre d'heures. Néanmoins, passé la 12e heure, ça peut réapparaître. Et quand ça réapparaît, ça peut s'associer à une augmentation du risque hémorragique ou du ressaignement. Est-ce qu'on peut prédire les patients chez qui il va y avoir ce rebond? Oui, on peut le prédire. Comme attendu, c'est les patients qui partent de très très haut. Ceux qui avaient beaucoup de dabigatran circulant, à qui on a mis l'antidote. L'antidote est très efficace. Néanmoins, passé 12 heures, ceux-là, il va y avoir de la redistribution. Et très très haut, dans cette étude, c'est 264 nanogrammes par millilitre. On en a gardé le seuil de 200. Donc quand vous prenez en charge un patient, si à l'arrivée il était supérieur à 200 nanogrammes par millilitre, et que vous voulez corriger son hémostase pendant plus que 12 heures, ça vaut le coup de redoser à la 12e heure pour voir si ça remonte et discuter de recommencer. Ça a du sens pour une hémorragie intracrânienne. Pour une appendicectomie, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Du coup, si c'est à moins de 200, c'est ça le seuil de 200? Ouais, si c'est à moins de 200, la probabilité que ça... Non. Ouais. Si vous êtes en neurochir et que vous êtes ultra inquiet, vous pouvez, mais pour tous les autres patients, en dessous de 200, on ne refait pas de dosage. Ouais. Troisième point, c'est le risque thrombotique qui est rapporté dans cette étude. C'est moins de 5% à J30. En pratique, c'est le risque thrombotique qu'on retrouve à peu près dans toutes les situations de patients sous anticoagulants et sous hémorragie grave. C'est juste pour que vous l'ayez en tête pour quand on va parler de l'autre antidote. On n'est pas vraiment étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas de surrisque thrombotique lié à l'idarucizumab parce que l'idarucizumab, il a un effet très spécifique. Il se lie au dabigatran et à rien d'autre. Il n'interagit pas avec le reste de l'hémostase. Donc sur la physiopathologie, on n'était pas surpris. Et puis quand on teste chez des volontaires sains, on leur donne du dabigatran, ensuite on leur donne l'idarucizumab ou pas, et on regarde les marqueurs biologiques du risque thrombotique, ici le potentiel endogène de thrombine et le pic de thrombine. Vous voyez que c'est totalement plat. Donc in vitro, il n'y a pas de risque thrombotique non plus retrouvé, donc on n'est pas étonné que le risque soit plutôt faible. Si on reprend tous ces résultats et conseille de faire un algorithme pour prendre en charge un patient traité par du dabigatran, donc en premier lieu, on discute du risque hémorragique de la procédure. Procédure à faible risque hémorragique, on y va comme ça. Et procédure à risque hémorragique élevé, on mesure la concentration, puisque vous l'avez vu, dans un quart des cas, de toute façon, on est déjà sous le seuil de sécurité et on est tranquille. Et puis, lorsque la concentration est supérieure au seuil, on administre l'idarucizumab, une dose, 5 grammes, 2 flacons, et on réalise la procédure. Si on partait de plus de 200 et qu'on a besoin de normaliser l'hémostase, alors on refait un dosage à H12 et on discute d'une éventuelle réadministration s'il y a ce rebond. Les autres AOD, donc les antidiscia directs, pour la France, apixaban et rivaroxaban, eux aussi, ils ont un antidote qui a été développé, qui est commercialisé dans certains pays, mais pas chez nous. C'est l'andexanet alpha. Donc la question est de savoir si on doit être triste de ne pas avoir l'andexanet alpha. Cette fois-ci, c'est un variant recombinant du facteur 10A qui se lie, là encore, au rivaroxaban et à l'apixaban pour inhiber leur effet. Là encore, on a un papier dans le New England, une très grosse cohorte, et là encore, il n'y a pas de groupe contrôle. Vous allez voir que tous les patients reçoivent le traitement, et encore, c'est un critère de jugement biologique. Finalement, une méthode très proche de Riversade de tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est que des patients qui présentent une hémorragie majeure, sous rivaroxaban, apixaban, mais aussi sous HBPM, ce qui est de l'énoxaparine. Ils vont tous recevoir l'antidote. Cette fois-ci, on n'est plus à une boîte de flacons, on est dans des schémas beaucoup plus compliqués. Il faut faire un bolus, suivi de 2 heures de seringue électrique. Et la posologie, comme vous le voyez dans le petit tableau, va dépendre de l'AOD et de l'heure de la dernière prise. Ce qui déjà est beaucoup plus compliqué, surtout si vous travaillez en neurochirurgie, pour étiqueter clairement l'heure de la dernière prise.
Je vous ai mis ici les résultats du rivaroxaban parce que je trouve que c'est les plus parlants. Déjà, ils ont gardé que les patients qui avaient une anticoagulation significative. Ils ont pris 75 nanogrammes par millilitre. Donc, bref, il n'y a que des patients anticoagulés. Vous voyez les valeurs de rivaroxaban livre en baseline. Ensuite, ils administrent le bolus et la seringue électrique. Il apparaît très clairement que c'est efficace biologiquement. Vous avez un effondrement de votre rivaroxaban libre. Néanmoins, vous voyez instantanément aussi que ce n'est pas aussi effondré que le dabigatran tout à l'heure. Là, vous avez plus qu'un quart des patients qui restent anticoagulés alors qu'ils ont reçu le bolus ou qui sont sous la seringue électrique. Donc oui, il y a une efficacité biologique, mais cette efficacité biologique, elle est extrêmement variable. Il y a une variabilité interindividuelle, et vous voyez qu'il y a des patients qui ont des concentrations qui sont franchement élevées. Donc quand vous l'utilisez, vous n'êtes même pas sûr que ça va marcher pour tous vos patients. La seringue électrique, c'est 2 heures. Vous arrivez à la fin de la deuxième heure, elle s'arrête, et vous noterez qu'à H4, vos patients ils sont de nouveau anticoagulés. Faites de la neurochirurgie, là encore, ce n'est pas totalement satisfaisant comme schéma pharmacologique d'administration. Les événements thrombotiques, tout à l'heure c'était 4,8%, là on est à 10%. Alors évidemment, on ne peut pas vraiment comparer les résultats d'une étude à l'autre, ce n'est pas exactement les mêmes patients, ils n'ont peut-être pas les mêmes antécédents, peut-être qu'on ne compte pas les événements thromboemboliques, mais c'est quand même 2 fois plus. Si on s'intéresse à la physiopathologie, on est bien ennuyé parce que cet antidote, oui, il inhibe les antidissa directs, mais il fait d'autres trucs sur l'hémostase et il agit sur le TFPI. Puis quand on regarde les séries chez le volontaire sain, ici des volontaires sains à qui on donne de l'apixaban et ensuite on leur donne l'antidote, vous voyez que quand même les marqueurs du risque thrombotique, ici les fragments 1+2 de la prothrombine et les dédimères, au moment où on injecte, il y a une petite augmentation. Donc l'antidote, il interagit avec le reste de l'hémostase. In vitro et chez le volontaire sain, on a un signal prothrombotique et on a 2 fois plus d'événements thrombotiques. C'est quand même un vrai signal d'inquiétude. Et finalement, entre la variabilité de l'effet et ce risque thrombotique, on comprend pourquoi la FDA, à la fin de ce papier, avait dit « Oui, oui, c'est séduisant, mais on aimerait quand même des études complémentaires. Et on aimerait surtout des études avec un comparateur dans les hémorragies intracrâniennes. » Donc l'industriel est passé à l'acte. Ils ont réalisé cette fois-ci un essai randomisé. C'est des hémorragies intracrâniennes, des patients qui sont pris en charge rapidement, puisqu'ils sont inclus dans les 6 premières heures après le diagnostic d'hémorragie après les symptômes de l'hémorragie intracrânienne, et dans les 15 premières heures suivant la dernière prise de l'anticoagulant oral direct. Il fallait qu'il y ait encore du rivaroxaban et de l'apixaban dans le sang, sinon ça n'avait pas de sens. Et là, les patients, ils sont randomisés soit pour prendre l'antidote, soit pour avoir des soins courants. Et les soins courants, comme dans nos pratiques à nous, dans 85% des cas, c'est des concentrés de complexe prothrombinique. Le critère de jugement principal, c'était l'efficacité hémostatique à H12. H12, c'est bizarre comme horaire, mais c'est le choix qu'ils ont fait. C'est un critère composite qui inclut la proportion de patients pour lesquels l'expansion de l'hématome va être de plus de 35%, le score NIHSS, et la nécessité de recourir à une thérapeutique de sauvetage. Et puis il y a la sécurité, avec le fameux risque thrombotique sur lequel on avait des inquiétudes, et les décès. C'est une étude positive, puisque sur le critère de jugement principal, l'andexanet est plus efficace que les soins courants pour l'efficacité hémostatique évaluée à H12. C'est significatif d'un point de vue statistique. Sauf que c'est porté uniquement par l'expansion de l'hématome à l'extrême gauche. Effectivement, il va y avoir moins de patients qui vont avoir leur hématome qui augmente de plus de 35% avec l'antidote, comparé aux soins courants. Mais ça ne se manifeste pas cliniquement, aucun bénéfice sur le NIHSS et aucun bénéfice sur le score de ranking modifié à J30. Surtout, il y a un problème sur la sécurité, c'est au milieu, sur les événements thrombotiques, puisqu'il y a une augmentation très significative des événements thrombotiques avec l'antidote, comparativement au groupe contrôle. Et dans les événements thrombotiques, ce n'est pas des thromboses de la veine de la main, c'est des AVC ischémiques. Et donc 6,5% contre 1,5%, c'est carrément ennuyeux, puisqu'on n'a pas de bénéfice clinique, on a un bénéfice radiologique au prix d'un problème aigu sur la sécurité. Et finalement, c'est pas si pire que ça qu'on ne l'est pas en France, puisque ce médicament n'a pas vraiment démontré son bénéfice dans notre pratique et il est extrêmement coûteux avec un schéma d'administration qui n'est pas du tout satisfaisant. Et donc nous, pour aujourd'hui,
pour les antidissa directs, apixaban et rivaroxaban, en situation d'urgence, que ce soit l'hémorragie ou la chirurgie. On continue d'utiliser les concentrés de complexes prothrombiniques non activés, donc Octaplex et Confidex, à la dose de 50 unités kilo dans le crâne et plutôt 25 pour le reste. Là encore, si on construit l'algorithme, on évalue en premier lieu le risque hémorragique de la chirurgie. Dans les chirurgies à risque hémorragique élevé, on mesure la concentration en AOD. Quand on est déjà sous le seuil, eh bien, on va au bloc opératoire tranquillement. Quand on est au-dessus du seuil ou que le résultat n'est pas disponible, alors on discute les concentrés de complexes prothrombiniques avec cette posologie de 25 à 50 unités kilo. C'est un tout petit peu différent du dabigatran dans la réflexion parce que vous savez que pour le dabigatran, on est sûr que ça marche. Et on est à peu près sûr que c'est sûr qu'il ne va pas y avoir de risque thrombotique. Donc on peut l'utiliser largement, l'idarucizumab. Alors que les concentrés de complexes prothrombiniques, vous l'avez vu sur les biopsies, on n'est pas vraiment sûr que ce soit efficace. Donc ça vaut le coup de se poser la question à 2 fois de savoir si on en a besoin. Ce qui fait que si vous partez pour de la neurochirurgie intracrânienne, où on n'a pas le droit de se rater, alors vous allez faire 50 unités kilo et dire au chirurgien d'inciser. Si vous partez sur une péritonite, vous allez plutôt dire au chirurgien d'inciser, de faire une hémostase soigneuse, que très probablement le syndrome inflammatoire intra-abdominal va faire que ça ne va pas saigner, et que s'il est gêné, alors vous mettrez des concentrés de complexes prothrombiniques. Et là, selon les situations, vous choisirez vous-même entre 25 ou 50 en cas de saignement anormal. Évidemment, c'est un peu comme ça qu'on l'a proposé. Parce que l'efficacité est incertaine, parce qu'il y a aussi potentiellement un risque thrombotique associé à ces médicaments, on a proposé de le mettre en deuxième ligne si on a le temps de discuter. Dans les situations où on n'a pas le temps, on le met en première ligne et c'est réglé. Voilà pour les AOD. Pour les AVK, il n'y a pas de... Ouais. J'ai une question, pour le dabigatran, il n'y a vraiment pas du tout de place des complexes Il y a de la place dans les situations où vous n'avez pas d'idarucizumab. Disons que et si on en a, vous mieux faire un truc si vous avez le choix, dans un cas, vous avez un antidote qui va se fixer instantanément sur le dabigatran, effondrer sa concentration. Les données qu'on a, que je vous ai montrées, sont hyper rassurantes. Ça marche chez tous les patients en effondrant systématiquement la concentration. Et en termes de sécurité, il n'y a pas de signal sur la sécurité, ni sur le mécanisme physiopathologique, ni chez le volontaire sain, ni dans ce papier. Donc si on a le choix, l'idarucizumab en première intention semble plus raisonnable. Dans les situations où on n'a jamais manié l'idarucizumab, où on ne sait pas, et où surtout on n'a pas d'idarucizumab, alors les concentrés de complexes prothrombiniques sont une alternative. On a dû l'écrire quelque part. Voilà, exactement. Pour les AVK, il n'y a pas de grande nouveauté. Je vous ai proposé ce cas parce que j'ai fait passer les oraux des internes la semaine dernière, c'est le 8e semestre, avec une péritonite sous AVK, avec une valve mécanique, et on m'a proposé de la mettre dans un lit pendant 12 heures et de redoser l'AVK dans 12 heures pour voir si on pouvait y aller. Donc je pense que initialement, je n'avais pas mis de diapo sur les AVK, puis je me suis dit que pour les plus jeunes, en vrai, on n'en parlait plus jamais des AVK et que ça valait le coup. C'est d'autant que si vous regardez les caractéristiques des patients qu'on a sous AVK, tous ceux qu'on a déjà pu mettre sous AOD, on les a mis sous AOD. Donc les AVK, il reste les valves mécaniques, très haut risque thrombotique, et il reste tous les malades pourris qui ont tellement de comorbidités qu'ils ont des contre-indications aux AOD. Les insuffisants rénaux sévères, des patients qui ont les syndromes des antiphospholipides triple positifs. Donc finalement, les patients sous AVK, c'est les patients qui sont ultra fragiles et pour lesquels il faut faire preuve d'une vigilance intense, même si les AVK, on les connaît depuis toujours. Donc je vous ai proposé cette patiente de 75 ans, 65 kg, avec une péritonite par perforation d'une tumeur colique, sa valve mécanique aortique depuis 15 ans, elle n'a jamais fait d'AVC, elle est hyper tendue et elle prend de la fluindione, un comprimé par jour le soir. Elle est en FA sur son ECG, elle a rien de particulier, elle a 12 grammes par décilitre d'hémoglobine, 170 giga par litre de plaquettes, et puis un INR à 4. Et donc finalement, on voit bien l'algorithme de prise en charge des AVK en urgence, mais une fois qu'on rajoute la valve mécanique, parfois ça génère un peu d'inquiétude. C'est là l'aortique, mais j'aurais pu la mettre mitrale, ça aurait été presque encore plus drôle. Et finalement, la question c'est comment on gère les AVK, la péritonite et la valve mécanique. Je vous ai dit, il n'y a pas de grande transformation, donc je vous propose l'algorithme en direct. Pour les valves mécaniques, finalement, en tout cas pour les plus jeunes,
le risque hémorragique, il l'emporte en situation d'urgence. Donc oui, elle a une valve mécanique, mais l'objectif, c'est de pouvoir l'opérer. Donc il faut normaliser l'hémostase le plus vite possible, opérer cette dame le plus vite possible, faire une hémostase super soigneuse et pouvoir reprendre une anticoagulation pour de vrai dès que possible. Et donc, on raisonne pareil. En premier lieu, c'est quel est le risque hémorragique de la procédure. On part sur une procédure à risque hémorragique élevé. On se pose la question de l'urgence, puisque dans le fond, selon qu'on a plus ou moins 12 heures devant nous, on peut faire différemment. Typiquement, la fracture de l'extrémité supérieure du fémur qu'on va opérer plutôt demain, on peut tenter de mettre juste de la vitamine K, puisque en 6 à 12 heures, ça va pouvoir corriger l'INR, avec un peu d'incertitude sur l'efficacité quand même. Mais si on est pressé, pour le bloc opératoire de la péritonite, alors on va administrer les deux, l'association concentrée complexe protrominique et vitamine K. Donc on mesure l'INR pour savoir d'où on part. À quoi ça sert de savoir d'où on part? Ça permet juste d'adapter votre posologie de concentré de complexe protrominique. Parce que quand vous n'avez pas le temps de récupérer l'INR, vous faites 25 unités kilo. Quand vous avez le temps de récupérer l'INR, ce qui est fréquent pour plein de chirurgies, alors, selon le produit que vous utilisez, vous regardez dans le Vidal, il y a des abacs. Vous allez en mettre plus ou moins. Alors on peut dire, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est pas faux. Mais le jour où on prend une complication thrombotique, en administrant des concentrés de complexe protrominique, on est content d'avoir mis la dose, juste la dose qu'il fallait pour corriger l'INR et non pas 1,3 fois la dose. Et donc pour ce point-là, c'est aussi important. Donc c'est concentré de complexe protrominique, associé à de la vitamine K. En situation d'urgence, la vitamine K, c'est 5 mg. Et on recontrôle l'INR. On n'a pas besoin d'attendre le contrôle de l'INR pour aller au bloc, pour la péritonite, bien sûr, mais on recontrôle l'INR parce que si jamais on n'est pas passé sous le seuil de sécurité, qui est 1,5 en général, 1,2 pour la neurochirurgie et le nerf axial, alors on peut discuter éventuellement de refaire des concentrés de complexe protrominique selon les situations qu'on rencontre, et ensuite on va à la chirurgie. La partie que j'ai laissée en blanc, là, hop, là, ici. Les procédures semi-urgentes, donc fracture de l'extrémité supérieure du fémur, on mesure l'INR, et quand on est au-dessus du seuil de 1,5, alors on fait seulement de la vitamine K, et on recontrôlera l'INR dans 12 heures pour voir si on est passé sous le seuil de sécurité. Et pour les procédures à faible risque hémorragique, eh bien, on va au bloc opératoire, on mesure l'INR seulement si on vous disait qu'elle avait 9 d'INR, est-ce que ça changerait quelque chose? Si quand on vous dit qu'elle a 9, de toute façon, ça ne change rien, c'est pas la peine de mesurer l'INR. J'ai mis une diapo sur la vitamine K pour le plaisir, essentiellement pour se rappeler des modalités de réversion. Évidemment que la vitamine K toute seule permet de corriger l'INR d'un patient sous AVK. Simplement, la correction, comme vous le voyez sur la figure, elle va être lente et progressive. Quand on administre des concentrés de complexe protrominique et de la vitamine K, ce qu'on observe, c'est une correction rapide, marquée et prolongée de votre INR. Et j'aime bien cette étude parce qu'il y a 2 patients pour lesquels ils ont oublié de mettre la vitamine K. Et on voit bien qu'on a une correction rapide et marquée de l'INR, immédiate, et puis rapidement, passé la 6e heure, l'INR réaugmente, puisque la demi-vie de certains des facteurs déconcentrés, elle est courte. Et donc, la figure du milieu, elle nous rappelle qu'il faut absolument associer de la vitamine K si on veut corriger l'INR pendant plus que 6 heures, c'est-à-dire dans à peu près toutes les situations. On en a fait ça comme recommandation chez les patients traités par AVK et nécessitant une procédure invasive non programmée à risque hémorragique élevé. Il est recommandé de réaliser la mesure de l'INR avant la procédure pour déterminer le niveau d'anticoagulation. Et chez ces mêmes patients, il est probablement recommandé de retenir la valeur d'INR de 1,5 comme seuil de sécurité hémostatique et la valeur de 1,2 pour la neurochirurgie intracrânienne et les procédures neuraxiales. Il y a tout un débat sur les fractures de l'extrémité supérieure du fémur. Enfin, on va dire plutôt, il y avait tout un débat. On a mis un chapitre exprès pour simplifier les choses, puisque dans le fond, d'une équipe à l'autre, personne n'est totalement au clair. Qu'est-ce qu'on fait avec la fracture du col du fémur? Est-ce qu'on pense que dans le fond, elle va saigner et on la met dans un lit et on verra plus tard? Est-ce qu'on la met au bloc et on la transfuse plus? C'est jamais très clair. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que les recommandations de la SFAR de 2017, indépendamment des anticoagulants, précisaient bien qu'il fallait les opérer dans les 48 heures. C'était très clair, essentiellement parce qu'il y avait plein de littérature qui était très harmonieuse et qui montrait que quand on regarde la mortalité et le lien entre la mortalité et le délai d'attente de la chirurgie,
Dès que les fractures du col, on les laisse attendre plus que 48 heures, la mortalité, elle augmente de façon conséquente, même des papiers qui disent passer les 24 premières heures. Donc, il faut les opérer. Ok, mais est-ce que c'est pareil quand ils sont sous anticoagulants? Si on prend les AVK ici, vous voyez la mortalité de patients traités par soit rien, c'est le groupe contrôle, soit des antiplaquettaires, soit des AVK. Et effectivement, on observe que les patients sous AVK meurent plus que les autres, et en même temps, ils sont plus graves. Ce qui nous intéresse, c'est la partie droite. Ils ont pris les patients sous AVK et ils ont regardé comment ça se passait en termes de mortalité selon qu'on les avait opérés dans les 48 heures ou qu'on avait traîné. Et vous voyez qu'il y a une différence de mortalité. Donc même pour les patients sous AVK, il faut aller au bloc opératoire dans les 48 heures. Et pour les AOD, sur une plus petite série, on retrouve la même chose, c'est la probabilité de décès. Et vous voyez, quand on passe 2 jours, la mortalité, elle augmente aussi. Donc le premier message, c'est ça, c'est ces patients doivent aller au bloc dans les mêmes délais que les autres. J'ai trouvé une toute petite étude qui illustre la question de « Ok, mais est-ce que ça va saigner plus si j'y vais dans les 48 heures ?» La figure à droite, c'est la façon dont varie l'hémoglobine des patients selon qu'on a attendu un peu beaucoup passionnément. Vous voyez que le pointillé est plat. Qu'on attende ou qu'on n'attende pas, ça ne va rien changer à la variation de l'hémoglobine. Le tableau, il vous montre à peu près la même chose. Sur une toute petite série de patients avec plein de biais, on ne retrouve pas plus de recours à la transfusion et de saignement selon que les patients avaient des AOD ou pas. Dans le fond, l'idée, c'est de se dire, votre patient, il est sous anticoagulant. Il fait sa fracture. Il a un foyer de fracture osseux qui est en train de saigner. Vous le mettez dans un lit en attendant que la concentration baisse. Disons que vous attendez 3 jours. Pendant 3 jours, grâce à l'anticoagulant, le foyer de fracture va saigner. Donc vous allez mettre 2 litres dans la cuisse. Alors que vous attendiez pour que ça saigne moins. Si vous le mettez au bloc tout de suite, il va peut-être saigner un peu plus parce qu'il a des anticoagulants. Néanmoins, au total, ça va s'équilibrer entre l'hématome de cuisse et ce que ça saigne plus au bloc. Mais par contre, vous aurez gagné 3 jours sur la perte de fonctionnalité et le risque de décès des sujets super âgés. Donc au total, en cas de fracture de l'extrémité supérieure du fémur, il n'est probablement pas recommandé de retarder la prise en charge chirurgicale du fait du traitement anticoagulant pour réduire les complications hémorragiques. On pouvait difficilement faire plus parce qu'il n'y a pas d'essai randomisé dans cette population, mais l'idée c'est ça. Quel que soit le traitement antithrombotique, là on parle des anticoagulants, mais pour les antiplaquettaires c'est pareil, les fractures du col doivent aller au bloc. Ensuite, vous aurez fait le dosage, donc vous savez si vous avez beaucoup d'anticoagulants ou pas. En fonction de la molécule, si c'est des AVK, vous allez les réverser. Si c'est du dabigatran, vous allez mettre de l'idarucizumab. Et si c'est des AOD, selon le type de chirurgie qui est prévu, vous allez dire au chirurgien, fais une hémostase soigneuse, si tu as l'impression que ça saigne, je mettrai des concentrés de complexe prothrombinique. On va peut-être progresser avec le registre AGA risque. Peut-être vous avez inclus vos fractures de l'extrémité supérieure du fémur en janvier, février, mars. Il y en a beaucoup dans la base et donc on va sûrement pouvoir en faire quelque chose. Dans les autres questions qu'on a traitées, c'est la question de l'ALR. Ok, on doit mettre la fracture du col du fémur au bloc dans les 48 heures. Elle est anticoagulée. Est-ce que je peux lui faire une rachianesthésie? Évidemment non, vous ne pouvez pas faire une rachianesthésie sous anticoagulant. Ça c'est facile. Mais si l'anticoagulant c'est un AVK et que je fais des concentrés de complexe prothrombinique, je peux ou pas? Et si c'est du dabigatran et que j'ai mis l'idarucizumab, je peux ou pas? Et les concentrés de complexe prothrombinique sur mon apixaban, je peux ou pas? C'est à ces questions-là qu'on a tenté de répondre. Donc, il n'est pas recommandé de réaliser des gestes neuraxiaux sous anticoagulants. Si vous faites rien et qu'il est anticoagulé, évidemment, vous ne mettez pas d'aiguille dans le dos, que ce soit une rachie, une périrachie combinée. Et ça vaut pour les ponctions lombaires en recherche de méningite. Ça a été bien clairement dit aussi par la Société française de maladies infectieuses. Pas de nœud axial, pas de ponction lombaire dans la méningite. Faites des hémogs, mettez des antibiotiques et vous repasserez par là plus tard quand l'hémostase sera normalisée. Avec le dabigatran, si vous mettez de l'idarucizumab, alors on peut discuter effectivement de faire le nœud axial. Chez un patient traité par dabigatran, si ces gestes paraissent indispensables, les experts proposent d'administrer de l'idarucizumab avant de réaliser ces gestes. Vous voyez, c'est de l'avis d'experts, les données elles sont fragiles, mais ça semble cohérent en tout cas, puisqu'on est sûr que chez tous les patients, ça va être efficace. Ça nous permet de mettre une aiguille quand vraiment on n'a pas de choix. Donc on l'a argumenté même dans la recommandation, cette stratégie repose sur l'hypothèse que l'idarucizumab, par son action neutralisante, permettrait une restauration immédiate et suffisante de la coagulation. Le geste doit être réalisé avec une aiguille fine et par un opérateur expérimenté. A l'inverse,
si l'idarucizumab n'est pas disponible et que vous faites des concentrés de complexe prothrombinique, ça ne vous garantit ni la normalisation de l'hémostase, ni la réduction du risque hémorragique, dominé par les hématomes périmédulaires, alors on ne peut pas faire de neuraxia. Souvenez-vous des biopsies de peau, là, une étude positive, une étude négative, on n'est même pas sûr que les concentrés de complexe prothrombinique soient bénéfiques. Donc finalement, même raisonnement pour apixaban, rivaroxaban, HBPM, fondaparinux. Quand vous utilisez des concentrés de complexe prothrombinique, de la protamine ou du Novoseven, on n'a aucune idée de la vraie efficacité hémostatique, donc pas de neuraxial dans ces situations. Cette diapositive, ça avait juste pour objectif de vous rappeler les seuils, parce que votre patient il est sous anticoagulant, vous lui faites un dosage, mais à partir de quand, à partir de quelle valeur de ce dosage, vous avez le droit de mettre l'aiguille dans le dos. Pour les AVK, c'est un INR de 1,2 ou moins. Pour les AOD, c'est 30 nanogrammes par millilitre. Pour les HBPM, c'est 0,1 unité par millilitre. Si votre seuil de quantification limite ici à Mont-d'Or, c'est 0,15, ce sera 0,15. Et pour le fondaparinux, c'est 0,1. Elle a été opérée de son abdomen aigu. En post-op, grâce à sa valve mécanique, elle est sous HBPM. Elle faisait 80 kg, elle a 8002 fois d'HBPM. Et elle a un trauma crânien avec une hémorragie intracrânienne. Dans votre service, qu'est-ce que vous faites? Ça aussi, on a fait un chapitre sur les HBPM, parce que cette question, en vrai, on se la pose tout le temps. Donc, chez nous, c'est hyper régulièrement qu'on se disait, il saigne sous HBPM, je suis même pas sûre que ce soit surdosé, l'antidissa, ça va être dans 1000 ans, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait de la protamine un peu, beaucoup passionnément, avec l'idée que quand on en fait trop, il y a écrit dans le mode d'emploi que ça fait saigner la protamine, donc on n'est pas totalement confortable. Donc, on a essayé d'être un peu aidant sur des données fragiles. Juste pour vous dire que cet algorithme existe et qu'il est disponible dans les recommandations. L'idée, c'était que pour son hémorragie intracrânienne ici, si on considère que c'est une hémorragie grave, la première chose, c'est de ne pas reculer le geste hémostatique. L'hématome du psoas avec un saignement actif, il doit être embolisé, ne traînez pas. Dans les situations où on considère que c'est vraiment grave, alors on discute la protamine. Et on a proposé surtout des schémas posologiques ici, en fonction de la dernière prise. On est allé à la louche, moins de 8 heures, plus de 8 heures. Et des propositions de doses. Et vous noterez surtout que c'est du 2+, donc c'est des propositions. L'idée, c'est que si vous aviez envie d'en faire et vous n'étiez pas sûr, au moins, vous pouvez vous référer à quelque chose. Pour le reste, les autres hémorragies graves, donc pas la tête, d'abord, vous voyez le mot, on discute la protamine et on est dans de l'avis d'experts. Donc l'idée, c'est juste que les cliniciens puissent avoir un support qui sont dans ces recos. Ce ne sera pas contraignant puisqu'on n'a à aucun moment du 1+ là-dedans. Et c'est pareil ici pour, cette fois-ci, c'est la chirurgie. La diapo d'avant, c'était les hémorragies. Ici, c'est procédures invasives non programmées. On a discuté de la gestion de l'héparine non fractionnée. Le malade qu'il faut reprendre en catastrophe alors que la seringue électrique en réanimation est en cours, qu'est-ce qu'on fait? Même question pour les HBPM, avec pas mal finalement de discussions. De nouveau, vous voyez ici, on discute la protamine, soit avant la procédure, soit pendant la procédure, et on a bien redit que chez un patient qui a des anticoagulants, on ne fait pas de geste neuraxial, parce que là encore, la protamine sur les HBPM, on peut en espérer un peu d'amélioration de l'hémostase, mais pas du tout une correction totale. Et puis il y a cette question, elle saigne, il faut l'opérer en urgence ou fondaparinux, dabigatran, goumadine. L'important, c'est de savoir où trouver les recommandations, parce qu'avec tous les tableaux de synthèse, je pense que si vous savez où les chercher, trouver le tableau de synthèse, ça vous prendra moins de 5 minutes, plutôt que les apprendre par cœur. Et c'est censé, en tout cas on les a conçus comme ça, être une aide pour les cliniciens. Et donc tout est là-dedans. Je vous remercie pour votre attention. Alors, il y a deux problèmes là-dedans. Il y a comment est-ce qu'on calcule une dose de concentré de complexe prothrombinique chez l'obèse.
Bon, alors ça, on n'en a aucune idée. Le mieux, ce serait d'être dans une situation de chirurgie urgente, mais pas trop urgente. Ça nous permet de faire une première dose, refaire l'INR et réadapter. Pour les plus jeunes, quand vous mettez des concentrés de complexe prothrombinique, vous avez fini de l'administrer, il faut attendre combien de temps pour pouvoir corriger votre INR? Ça agit tout de suite, ça agit en 20 minutes, ça agit en 3 heures, le temps de s'activer. Si vous prenez l'exemple des AVK, vos AVK, ils vont inhiber la synthèse hépatique des facteurs 2, 7, 9, 10. Donc votre patient sous AVK, il lui manque de 7, 9, 10. Ce que vous avez dans le flacon, c'est 2, 7, 9, 10. Vous avez dans la main ce qui lui manque. Vous l'injectez dans le patient, bah paf, ça y est, c'est bon. Donc quand vous avez fini d'administrer, vous pouvez faire instantanément l'INR, vous n'êtes pas obligé d'attendre, parce que dans les recos de 2008, il y avait une phrase qui était un peu ambiguë. Donc dès que vous avez fini, vous pouvez refaire votre INR pour savoir. Donc ça c'est pour la partie, on ne sait pas très bien chez l'obèse, en particulier l'obèse morbide, jusqu'où on peut aller. Pour le reste, la dose limite, ça repose sur rien du tout. Il n'y a aucune donnée qui dit quoi que ce soit. À l'inverse, une fois qu'on a fait 50 unités kilo et que ça continue de saigner, personnellement, moi je m'arrêterais. Parce qu'il y a un problème de demi-vie dans les différents facteurs. Le facteur 2, il a une demi-vie longue, les autres, ils ont des demi-vies plus courtes. Plus vous injectez, plus vous accumulez du 2 et on augmente très sérieusement le risque thrombotique. Si on quitte la réversion des anticoagulants, vous avez vu passer l'année dernière le papier de Pierre Bouza, la multicentrique de traumatologie, peut-être vous y avez participé. Hein. Ils ont pris des patients traumatisés qui n'ont pas d'anticoagulants, et ils les ont randomisés pour recevoir des concentrés de complexe prothrombinique ou pas de concentrés de complexe prothrombinique à l'arrivée. Avec l'idée qu'on a mis des facteurs concentrés. Ça devrait réduire la coagulopathie du traumatisé. En termes d'efficacité, rien du tout. Ça n'a pas diminué le saignement, ça n'a pas diminué le recours à la transfusion. En termes de sécurité, il y a un vrai souci puisqu'il y a une augmentation du risque thrombotique. Donc il y a des populations sans anticoagulants pour lesquelles les concentrés de complexe prothrombotique font saigner. Au total, je pense que pour les AOD, une fois qu'on est à 50 unités kilo, vu qu'on est à l'aveugle et qu'on ne sait pas ce qu'on fait, on s'arrête là. Pour les AVK, on continue jusqu'à ce qu'on ait corrigé l'INR, si on est sûr que l'INR n'est modifié que par les AVK, qu'il n'a pas la cirrhose en plus, parce que là, on est à l'aveugle de nouveau. Pour les CPP sous AVK, il fait immédiat parce qu'on a le facteur qui nous manque, mais pour les AOD, c'est aussi immédiat. De toute façon, il n'y a pas besoin qu'ils soient activés. Les facteurs, ils sont dans le flacon. Dès que vous l'avez reconstitué, vous les passez dans le patient, ils sont là. Leur concentration a augmenté. Donc, il n'y a aucune raison d'attendre qu'il se passe quelque chose, parce qu'il ne se passe rien. Ils sont disponibles pour participer à la cascade de la coagulation. Le problème des AOD, ce n'est pas d'attendre qu'il se passe quelque chose, c'est qu'on n'est pas sûr que de booster l'hémostase change quelque chose. Puisque finalement, les anti-DISA directs, vous inhibez la voie du DISA. Quand vous mettez les concentrés de complexe prothrombinique, ça ne fait rien du tout sur cette voie. L'idée, c'est que vous allez améliorer le reste de l'hémostase. C'est pas très loin quand même de se dire que on n'a qu'à transfuser des plaquettes et mettre de l'acide tranexamique, ça va améliorer les choses. Sauf que la transfusion plaquettaire a d'autres soucis, on a encore plus d'incertitudes, mais c'est ça l'idée, hein. C'est pas du tout un antidote, c'est vous allez booster le reste de la coagulation. Là, vous avez parlé des traumatismes par hémorragie grave sous Zéparil, il y a aussi un versant sous AOD. Ouais, il y a un chapitre hémorragie grave, donc il y a sous AVK, sous dabigatran, sous anti-DISA direct, sous fond d'appareil NUX, on les a tous mis. Et à chaque fois, il y a des figures. Il n'y a que pour le fond d'appareil NUX, il n'y a pas de figure parce qu'il n'y a rien dans la littérature, donc il y a juste des petits recours. Est-ce qu'il y a une place pour le monitorage de l'hémostase du bloc opératoire? Est-ce que ça peut aider pour les prises de décision? Parce que là, j'ai l'impression que vraiment on fait à l'aveugle. Est-ce qu'on peut s'aider d'un monitorage? Non, parce que le monitorage, TEG, ROTEM, Cantra, si on discute de ces trois-là, la viscoélastométrie, elle n'est pas en capacité de vous dire si le patient a des anticoagulants ou pas. En tout cas, il n'est pas en capacité de vous le dire avec certitude. Si votre patient vous dit moi je ne sais pas si je prends des anticoagulants, et que vous faites un TEG, un ROTEM ou un Cantra, ça ne va pas vous dire s'il en a. Il y a des situations où vous allez avoir un allongement du... Vous avez quoi? Du ROTEM, du Cantra, du TEG, vous allez avoir un allongement des temps de coagulation initiale, du R, je crois, sur le TEG. Donc ça peut arriver que vous ayez un allongement du R. Ce n'est pas systématique et ce n'est pas proportionnel à la quantité d'anticoagulants. Et sur la réversion, ça ne va rien vous dire puisque finalement, vous ne saviez déjà pas quel était votre niveau d'anticoagulation.
Donc c'est pas vraiment aidant. Un peu comme pour les antiplaquettaires finalement. Dès qu'on est dans les antithrombotiques, si on les utilise de façon standard, c'est pas aidant. Je dis de façon standard parce qu'après, il y en a qui ont des options avec de l'agrégation plaquettaire pour chercher les antiplaquettaires, hein, c'est tout. Le Cantra, Cantra c'est le dernier né là, c'est une autre méthode, c'est la sonoréométrie. Il a un paramètre de fonction plaquettaire dont on ne sait pas pour 75% du chiffre ce que ça représente, et dont on sait qu'il ne détecte même pas le ticagrelor. Donc ces appareils-là, ils ont sans doute un intérêt dans certaines situations, mais pas pour les antithrombotiques. Sauf pour l'héparine, si vous utilisez une héparinase. Il y a un en Dexanet, il y a d'autres antagonistes qui sont dans les tuyaux, là, qui sont en cours de développement. Il y en avait un qui était un antidote universel qui est en développement depuis 10-15 ans, mais pour l'instant qui n'est pas disponible. Et il y en a un nouveau qui vient d'attaquer les essais cliniques. Peut-être vous avez accepté d'y participer. Ils ont sollicité des centres il y a 2-3 mois, qui est un antidote spécifique d'un anti-DISA, mais qui n'est pas très abouti pour l'instant. Donc pour aujourd'hui, on n'a rien d'accessible. Après, pour la chirurgie cardiaque, les patients sous AOD, il y a des filtres. Il y a le cytosorbe que vous pouvez fixer sur la CEC qui capte le ticagrelor et les anti-DISA directs. Donc au bout de quelques tours, vous effondrez votre concentration libre en anticoagulant. Donc quand vous faites de la chirurgie cardiaque, il y a un bénéfice à utiliser ça. Vous avez l'air atterré, mais si vous regardez par rapport à il y a 10 ans, on a beaucoup progressé. Et c'est même rigolo parce que les médicaments, ils ont été commercialisés, pour ceux qui étaient déjà en pyjama quand ils ont été commercialisés il y a quelques années, là. On a dit, oh là là, mais c'est la catastrophe, on va nous donner de nouveaux anticoagulants, on n'a même pas d'antidote. Et on a regardé l'arrivée de ces anticoagulants. Il y a eu effectivement un peu de désastre hémorragique avec le dabigatran parce qu'on mettait pleine dose chez des patients de petits points insuffisants rénaux, mais somme toute, ça s'est pas si mal passé, et puis surtout, les études elles montrent que comparé aux AFK, ça fait moins saigner. Et puis après, on a vu arriver l'idarucizumab, et tout le monde a dit, de toute façon, on n'en a pas besoin des antidotes. Et maintenant, on nous dit, ah, il y a l'andexanet, mais vous l'avez pas. On est à la limite de dire, ouais, enfin, c'est pas juste. Ben, un jour, il faut choisir son camp, quand même. Donc, l'andexanet, l'efficacité n'est pas établie, il y a un vrai risque, ça nous va bien de ne pas l'avoir, et l'idarucizumab, même si on a très peu de malades sous dabigatran, hein, parce que maintenant, c'est des malades rares, c'est probablement l'antidote de référence pour aujourd'hui, avec toutes les limites. Hein. On n'a pas d'essai randomisé. Donc, on peut dire, c'est trop bien, on a une étude du New England qui montre que c'est efficace chez tous les patients. Biologiquement, cliniquement, ben, quand on dit, ben, je ne l'ai pas mis chez mon patient, ok, mais on n'a aucune étude clinique qui montre que de le mettre chez le patient change quelque chose à son devenir. On peut l'espérer, mais si vous regardez pour les AVK, on a des dizaines d'années de recul. Qu'est-ce que vous avez en tête comme étude clinique qui démontre, en situation hémorragique ou de chirurgie urgente, que de réverser les AVK, ça améliore le pronostic? Bon, on n'en a pas. On a un papier, qui est un papier de Tazarourt, qui est une étude observationnelle, une étude française. Il a collecté les données des patients sous AVK venant aux urgences pour une hémorragie. C'est un tiers de crâne, un tiers d'hémorragie digestive, un tiers d'autre chose. Et il a regardé si les recommandations étaient bien suivies. Donc il a dit, une recommandation bien suivie pour les AVK, c'est donner des concentrés de complexe protéinique avec de la vitamine K à des doses à peu près pas trop mal, dans les 8 heures. Et ensuite, ils ont fait une multivariée et ils ont montré que les patients chez qui on suivait les recommandations avaient une mortalité moindre que chez les patients chez qui on faisait n'importe quoi. C'est le plus beau papier qu'on ait pour montrer un bénéfice avec les AVK. Alors avec les AOD, on est loin du compte. On pourrait parler pendant des heures, mais je crois que vous avez un métier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Claire? Non, Lucille. Les cours, on les met sur une petite chaîne YouTube, on met les cours du service. Est-ce que ça vous gêne si on les met dessus? On peut le mettre en privé si vous préférez, mais... Ouais, ça me va bien, je me tiens en privé pour toutes les blagues que je raconte. Mais... Comme ça, c'est juste arrêter l'enregistrement.
Comme ça, c'est juste ceux qui m'en font la demande, donc les internes ils peuvent l'avoir.